Bonjour à tous, c'est LegoFan avec Fire Disorder. En juin 2022, nous avons eu la chance de nous entretenir pendant plus d'une heure avec Alessandro Bevilacqua, comédien de doublage qui réalise notamment la voix française de Jay et de Wu dans Ninjago. Il a aussi fait la voix de nombreux personnages dans Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Pokémon mais aussi Gumball. Je mettrai le lien de sa voxographie en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. L'interview dure un petit moment, je vous conseille donc de vous installer bien confortablement dans votre lit ou dans votre canapé. C'était un réel plaisir d'échanger avec Alessandro, merci à lui d'avoir accepté de participer à cette interview. Alessandro a aussi accepté de doubler 2 personnages lors d'une scène de Hero saison 2. C'était super gentil de sa part, n'hésitez pas à voir sa chaîne ainsi que son blog qui sera en description de cette vidéo. Il donne des conseils pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le doublage et la voix off. Sur ce, bon visionnage. Alors première question, pourquoi as-tu choisi de devenir voix off professionnelle ? On choisit pas. Alors peut-être qu'aujourd'hui, plus facilement, on va choisir, mais enfin, qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce que j'ai choisi ? Pour te dire, j'avais envie de faire du doublage à un moment donné. Enfin, ça m'a toujours intéressé, moi, d'aller dans les coulisses, sur une scène, de voir comment ça se passait. Donc, même petit, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a quoi derrière ? Tu sais, quand ils passent une porte, les comédiens, tu vois une pièce de théâtre, ou quand ils boivent un truc, c'est vraiment dedans, ou tu vois, je voulais savoir la vérité vraie. Et donc, quand j'étais dans les coulisses, je me faufilais un peu, je vais voir ce que c'est. Je regardais là, derrière la porte, il n'y avait rien. J'étais assez déçu. Je m'imaginais un univers, tu vois. Et puis bon, c'était assez... Et le doublage, mais comment ça marche ? Petit, je ne pensais pas que c'était des comédiens. Pour te donner un peu la jeunesse, hein, je vais te parler un peu de... Et donc, je ne sais pas vous, hein, mais enfance, si tu disais, il y a un gars qui s'amuse à faire « Coucou les amis, ça va ?» Pas du tout. Je pensais que c'était la voix des dessins animés, moi. Comme la plupart des enfants, d'ailleurs. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est des gens qui font ça. Ça restait dans un coin de ma tête. J'étais toujours lié avec le monde des médias, du cinéma, faire des films. Ce que vous faites, c'est pour ça que je dis ça me parle beaucoup. On a fait des courts-métrages avec un pote. J'ai aussi fait des petites animations comme ça avec des personnages. Aujourd'hui, c'est plus simple avec le matos qu'on a d'avoir une meilleure qualité que ce qu'on avait avant. Mais voilà, le principe est le même. Et donc, naturellement, en étant comédien, moi, le monde des voix m'intéressait. Mais c'était déjà en fin de cycle que je demandais, tiens, comment on fait du doublage ? Ça m'intéressait, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai choisi, tu vois. J'ai choisi de vouloir faire comédien parce que je ne me voyais pas dans un bureau. Enfin, j'ai fait instituteur primaire avant de faire comédien, pour d'autres raisons. Mais avant de faire ça, je voulais faire réalisateur de films parce que je ne suis pas rentré. Donc, instituteur, c'était une manière d'être dans une classe et de faire, tu vois, de partager un savoir, ce que je fais quand même aujourd'hui. Et après ça, d'avoir fait un tremplin vers le comédien. Mais j'ai pas choisi de faire du doublage en me disant je vais faire du doublage. C'était pas connu comme aujourd'hui, ou tu vois, c'est pas diffusé, on n'en parle pas comme maintenant. Donc avant, d'ailleurs, le doublage c'était mal vu. Les comédiens qui faisaient du doublage, c'était ils sont pas été engagés au théâtre ou encore au cinéma, donc du coup ils font du doublage, le petit truc de merde. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui rêvent tous de faire du doublage quand ils sont pas commencés à le faire, tu vois. Donc ça n'a pas été un choix, mais j'ai toujours été attiré par ce monde-là. Donc si j'avais pas fait du doublage, j'aurais fait peut-être de la voix, j'aurais fait ou de la radio, j'aurais fait des films, peut-être des voix et des... Voilà, j'aurais été dans ce monde-là de toute façon. Donc voilà, passé cette porte-là, j'ai vu l'univers, ça m'a plu, et 21 ans plus tard, c'est toujours kiffant, c'est toujours chouette, c'est toujours gai, j'ai toujours la pêche de faire ça. Donc j'ai pas choisi, mais c'est ça, qui veut choisir ? T'arrives, tu fais waouh, sauf si vraiment ça va pas. Tu vois, ce serait con de choisir et puis de pas aimer, voilà. Quel a été ton parcours et tes études avant d'exercer ce métier ? À 17, je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais j'ai toujours fait des films, des courts-métrages, des choses comme ça. Donc je me suis dit, je vais faire réalisateur. J'étais à un club de vidéo, donc ça m'intéressait. Je me suis renseigné, je suis allé à l'IAD, mais il y a des examens d'entrée à chaque fois. Mais à 18 ans, j'étais comme si j'avais 12 ans dans ma tête. Allez, on va dire 14, mais je n'avais pas la maturité d'un gars de 18. Je ne suis pas rentré dans l'école et j'ai dit, si jamais je ne vais pas, il fallait que j'ai un plan B. Je faisais un peu de théâtre en académie. Et oui, j'aime encore bien le contact avec les enfants, le fait de donner cours, mais pas en secondaire. Donc, je ne me voyais pas en secondaire, plutôt en primaire. Et j'ai fait les examens d'entrée là, donc à l'IAD. Et l'école d'instituteur avait déjà commencé. On était déjà début septembre, mi-septembre. Quand finalement j'ai su que je n'entrais pas dans cette école, genre il y a une cinquantaine de personnes qui se présentent, parfois plus. Non, plus. Il y a 200 personnes qui se présentent, ils en prennent 40 en réa,
Puis il y a en ingénieur du son, il y a en image, mais j'étais pas attiré par ces domaines-là, juste le fait d'être réalisateur. Et pendant la présentation, c'était cool, moi je me sentais bien, ça faisait très très sérieux les cours, mais on nous demande, voilà, on a des caméras à disposition, on doit un peu prouver ce qu'on peut déjà un peu faire, on doit se démarquer, donc voilà, j'étais un peu dans mon univers, mais voilà, ça marche pas, donc j'avais le plan B. Donc pour moi, c'était l'école globale. Ok, alors un stit, du coup je fais un stit, je vais au bout, je ne perds pas l'envie de faire des films, donc ça je continue avec mon meilleur ami avec qui je travaille toujours aujourd'hui d'ailleurs. Lui, il est parti pour faire musicien et il a fait les cours de piano, mais lui il est rentré, il a continué, donc lui, son circuit a duré assez longtemps. Et à l'issue d'un instituteur, je continuais les cours en académie. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de boulot pour les instituts. Aujourd'hui, ils pleurent pour avoir des instituts. Mais... L'enseignement, il n'y a pas d'enseignant qui déserte. À ce moment-là, je terminais, j'en avais marre. Hein. Ça dure 3 ans, on était content de sortir. L'académie, j'ai dû arrêter les cours d'art dramatique. En France, on dit conservatoire pour l'équivalent chez nous d'académie. Tu vois. Okay. Et après, il y a les grandes écoles théâtrales pour les comédiens pros. Donc, je faisais ça bien, mais je ne voyais pas en faire mon métier, tu vois. Simplement, ça m'intéressait. En plus, moi, c'était le côté réalisation qui m'intéressait. Et donc, j'ai pas de boulot en tant qu'instit. Je voulais travailler 1 ou 2 ans. Mais peut-être, ouais, je ferais comédien, mais voilà, c'était pas un truc. Et ma prof me dit, mais tu dois faire le conservatoire, mais toi, tu dois faire le. C'est vrai que ce que j'avais fait, je l'avais bien fait, mais je te dis vraiment, sans dire, je vais faire un métier. Et je n'avais pas l'idée de doublage ou quoi que ce soit. Oui, ça m'intéresse, mais c'était plus l'aspect réa. Et je vais faire l'examen, je propose des scènes, je prépare l'examen d'entrée, comme je n'avais pas de boulot en tant qu'astit de toute façon. Et puis voilà, je suis rentré. Et c'est comme ça que je vais dire, j'ai mis un pied dans le monde du comédien de doublage. Et moi, j'étais déjà diplômé, j'étais instituteur, j'avais 20 ans. Donc pour moi, par rapport à ce que j'avais fait comme instit, avec le nombre de matières et de travaux qu'on vous demande, c'est énorme. Il y a des stages, je sortais d'un truc très très lourd, et là le conservatoire c'était des vacances maintenant. Où j'arrivais, on faisait théâtre toute la journée, là on faisait un peu pour dire danse claquette, je vais faire un peu un cliché, mais c'était 3 jours dans la semaine de cours à tout casser. Je prenais le train, j'allais jusqu'à Bruxelles, et l'année d'après j'ai commencé à rester sur place et à côté. Donc moi c'était cool, c'était bien, et tout en faisant j'ai trouvé, ouais c'est vrai, c'est intéressant. Et en avançant, je ne me voyais pas faire autre chose que théâtre, tu vois, comédien de théâtre. Il y a aussi le cinéma, mais je ne pensais pas encore au doublage. C'est venu un peu plus tard. Et puis, voilà, tu commences un peu à faire tes contacts et voir un petit peu comment ça marche. Et il y avait déjà des gens comme Aurélien, par exemple, qui a commencé très tôt, qui était déjà dans ce monde-là, et Julie Bazek, qui faisait déjà des voix. Donc, je me souviens en 2e ou 3e année, dans les 2 dernières années, eux, ils étaient parfois engagés. Donc, tu as envie de commencer à bosser. Tu dis, mais où est-ce qu'ils vont ? Il y a des studios radio, des studios voix, il y a des pubs. Et puis, tout d'un coup, le doublage. Ah oui, tiens, c'est quoi le doublage ? Mais pour avoir des infos, qui fait le doublage ? Il faut faire quoi ? J'étais comme beaucoup, comment on fait pour rentrer, quoi. Et il y avait une école pas loin du conservatoire, et quand je repense à ça, le nombre de fois on a glandé parce qu'on attendait un gars où on devait répéter, on glande beaucoup aussi. À mon époque, on glande beaucoup. Enfin, on pouvait travailler nos scènes, mais beaucoup d'heures creuses. J'aurais pu aller en studio. Moi, je m'imaginais que je devais être diplômé comédien pour entrer dans un studio de doublage et prétendre, si tu veux, y aller, quoi. Ouais. Alors que non, j'aurais très bien pu demander à un pote qui en faisait, mais c'était un peu secret, tout ça, évidemment. Et voilà comment, après, à l'issue de ça, j'avais démarché un petit peu pour aller dans les studios, et j'ai vu ce que c'était, et puis de fil en aiguille, tu fais, il y a ce studio-là, puis celui-là, puis celui-là, puis tu commences à avoir un DA, et puis il va à un autre studio, et voilà comment petit à petit, je vais dire, je suis rentré, j'ai vu déjà où était le doublage, et j'ai basculé de comédien vers le côté doublage, mais je suis resté toujours comédien, j'ai travaillé au théâtre, très peu, mais j'ai eu deux belles possibilités au théâtre. Et puis tu galères, tu cherches du boulot, tu trouves pas forcément, tu trouves pas en doublage. Et voilà comment petit à petit, après j'ai eu un contrat en doublage, puis un deuxième. Et j'ai dû tout laisser tomber pendant 6 mois quasiment, parce que j'avais plus de travail. J'ai postulé en tant qu'instituteur, puisque j'étais instituteur, et j'ai fait un remplacement de décembre à la fin de l'année, donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'était quasi presque 9 mois. Et puis j'étais réengagé. Et en attendant, la prof que j'avais au conservatoire donnait des cours dans une académie, et à un moment donné, j'ai dû la remplacer. Elle m'a demandé si je pouvais la remplacer.
un comédien n'était pas disponible. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'académie, si tu veux, à bosser dans l'académie, mais en me donnant comme ça la possibilité d'avoir du temps pour faire du doublage. Quand j'ai fait instituteur, je me suis dit, j'ai quand même du temps libre. Ouais. Une fois, j'ai été appelé pour faire un doublage. C'est bien tombé, c'était un mercredi après-midi. Et ça m'a fait un choc entre ce que je faisais en tant qu'instituteur, le bruit, les enfants, la classe, etc. J'ai pris le tram, je suis arrivé au studio Dame Blanc, je me souviens encore très, très, très bien. Je vous dis ça parce que vraiment, ce perso, ça m'a marqué. Et c'est calme, c'était chouette. Ambiance tout à fait différente. J'étais avec mon cartable de prof, tu vois, je l'ai posé là. Et qui je faisais là-dedans, c'était Gawain, je ne sais pas si vous avez connu ce dessin animé. C'était un espèce de dinosaure dans un dessin animé. Et le gars que je faisais, c'était un instituteur. Dis donc, il me... mais ça m'a fait waouh, une petite piqûre de rappel de waouh, comme c'était chouette. Parce que là, il m'avait appelé pour un contrat, c'était pas comme ça, quoi. Et j'en avais fait très, très, très peu. Et je fais ah ouais, c'est quand même gay ce job. Et à la fin d'instituteur, j'avais encore rien. J'ai eu la proposition de faire un remplacement à l'académie. J'ai fait ok, oui, c'est bon, je te remplace. C'était 3 mois. Et ça m'a permis petit à petit de revenir vers le doublage et après de ne plus le lâcher, tu vois. Mais du moment où je suis éloigné, j'aurais pu très bien faire un stit. J'étais réengagé après pendant 1 an dans une autre école, etc. Mais j'ai vu que ça ne m'avait pas permis de continuer le côté artistique. Donc ça m'a vraiment décidé à faire ok, je ne mets plus les pieds en tant qu'un stit, je continue dans ce domaine, les cours d'art dramatique en académie et le doublage. Et donc, il y a 2 métiers, voire parfois 3 métiers. Tu ne peux pas faire que du doublage et vivre que du doublage. Tu vois, quand tu dis moi, je peux faire du doublage, ça peut être chaud. En France, peut-être qu'il y a moyen d'en vivre plus confortablement en Belgique par rapport aux tarifs qui ne sont pas exactement les mêmes, mais quand même, il va falloir être régulier, tu vois. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à une belle régularité. Donc, on a tout ce qui est possible dans le monde des voix, ou alors tout ce qui est possible dans le monde du comédien, dont le doublage. L'histoire globale, et voilà, aujourd'hui, toujours, je kiffe à faire ça, alors que je me souviens très bien des années d'instit, c'était pas facile parce que je démarrais, mais non, merci, ça va, moi, je ne veux plus remettre les pieds là, et comme beaucoup d'instituteurs, malheureusement, ou beaucoup d'enseignants qui ont quitté dans les 3 ans. Dans les 3 ans, il y en a qui arrêtent, ils n'en peuvent plus, ou ils ne veulent plus faire ça, ou ils changent. Vraiment, je suis partie de ceux qui changent, même si je donne des cours, tu vois, je reste d'enseignement, mais ça n'a rien à voir. Parmi tous les personnages que tu as doublés, lequel est ton préféré ? Il y en a un auquel je pense tout de suite, c'est dans Fanboy et Chum Chum. On trouve très très peu d'extraits en français, déjà quasi c'est introuvable. Il y a peut-être 1 ou 2 extraits. Par contre, dans d'autres langues, on en retrouve encore. Et c'est pas un dessin animé qui est forcément repassé. Donc ça, c'est un des premiers qui m'a marqué dans les dessins animés. Maintenant, j'ai aussi les rôles. Mais pourquoi celui-là ? Parce que vous savez que les boucles, ça dure plus ou moins 1 minute 30 secondes. Il y avait tellement de ruptures. Pour moi, ça a été la Formule 1 du doublage. Donc, j'ai pas commencé avec Fanboy et Chum Chum. Le premier, on va dire, qui m'aurait marqué, c'est Jaden dans Yu-Gi-Oh! GX. C'est le premier que j'ai eu en casting. J'ai vu défiler tout le monde du doublage. Mais celui que je retiens, qui m'a demandé énormément de travail, c'est Fanboy dans Fanboy et Chum Chum. Si tu as sur une phrase, tu as 10 secondes, tu as une énergie, puis tu enchaînes automatiquement avec une autre, et sans respirer, évidemment. Il faut 10 poumons pour pouvoir le faire, le gars, tellement il va vite. Et on devait parfois scinder un peu dans la boucle, essayer de faire des reprises. Et ma directrice artistique était très, très exigeante aussi, pas comme le sont la plupart, mais elle entendait parfois en français quand on avait terminé. Elle fait attends, ouais, peut-être remets encore mieux. Et je devais refaire parfois toute une phrase comme ça pour un petit mot là à changer ou un petit truc d'énergie à changer. Et on pouvait pas rentrer, on pouvait pas couper. Il parlait non-stop le personnage. Donc lui, ça a été techniquement du haut vol. Du coup, après, tu fais c'est facile. tout a l'air encore plus simple après, quoi. Tu fais un truc je te dis, c'est Formule 1 de doublage et c'était du dessin animé. Et après, t'es beaucoup plus cool, quoi. Donc ça, c'est un des rôles costauds dans la carrière qui a vraiment fait waouh. J'ai plus retrouvé un personnage comme ça, aussi intense. Il y a eu après lui Pinky Malinky, c'est un peu plus récent. Ça, c'est sur Netflix. C'est une petite saucisse. Tous les personnages sont ordinaires. Qui fait la saucisse ? Voilà. C'était très chouette, donc voilà. Mais c'est pas aussi intense que ce que j'avais dans Fanboy. Voilà, ça c'est pour le côté technique. Maintenant, pour le côté waouh, j'ai eu un casting. C'était avec Yu-Gi-Oh! GX, le comédien principal ne veut plus le faire pour des raisons qu'il regarde. Ils refont un casting. C'est un peu mes débuts. On me connaît, mais on me connaît pas encore bien. On a entendu parler de moi. Fred Mo me met sur le casting de Yu-Gi-Oh! Le casting se passe, mais t'as envie de rester toute la journée tellement c'est chouette, quoi. Je fais, waouh, il me dirige bien, il met bien en confiance, il m'accompagne bien. Je dis, c'est si génial pendant ce casting.
mais si je l'ai, ça va être encore mieux, tu vois, je vais vraiment être cool. Je l'ai. Peut-être nouvelle voix ou quoi. Ah, j'étais enchanté. Et du coup, j'ai vu passer tout le doublage belge, puisque en fait, il y avait plein de guests, plein de rôles qui venaient. Donc, comme ça, j'ai vraiment travaillé tous les autres. On travaillait tout le temps ensemble à ce moment-là. Comme j'étais le principal, je voyais forcément, je faisais des duels avec tout le monde. Donc ça m'a appris énormément. Et c'est comme ça aussi, petit à petit, qu'on m'a repéré, on a commencé à savoir que voilà, je me débrouillais pas mal. Et petit à petit, tu commences à enchaîner. Donc, quand tu as un rôle et un personnage principal, ça t'aide évidemment, mais après, il faut être à la hauteur. En derrière, tu fais oh. J'en faisais suffisamment pour ok, je pouvais être ok pour le rôle. Si ça avait été trop chaud, le DA se serait peut-être arraché les cheveux, alors que là c'était vraiment tranquille, bien. Donc voilà, ça c'est un peu vous avez les 3 piliers, enfin 2 piliers surtout, celui-là et c'est dans du dessin animé. J'ai eu d'autres exemples dans des rôles, mais voilà, des rôles où j'avais Jake and Blake, là c'était 2 frères jumeaux, donc du coup j'avais le double. Je devais faire l'un puis l'autre. Donc ça, c'était aussi un exercice intéressant. C'était costaud aussi, il y avait beaucoup du coup. Voilà. Et j'étais avec un DA, c'était Bruno Mullenars, j'adore, il dirige super bien aussi. Donc c'était un bonheur, quoi, tu vois. Voilà. Et puis voilà, tu as des moments comme ça, un peu, on va dire, des pics. Puis il y a des films, il y a plein de choses. Hein, mais je me souviens de beaucoup de rôles, quand c'est des rôles. Les guests, des petits rôles peut-être un peu moins. Mais à chaque fois, c'est un plaisir, tu vois. J'ai jamais fait un truc en disant non, fais chier celui-là. Ça arrive à un casting de pas avoir envie. Je sens pas le personnage, tu vois. Tu t'appliques et tout, mais tu sens que c'est pas pour toi. Peut-être que le DA s'est trompé, ou peut-être que voilà. Et au final, tu l'as pas été content de pas l'avoir. Ton métier a-t-il changé pendant la crise sanitaire du Covid-19 ? Alors, est-ce que mon métier a changé ? Ben oui, on a quand même un changement. Donc, heureusement, maintenant, on se retrouve un peu plus en studio. Il n'y a encore pas très, très longtemps, je veux dire, il y a quelques mois, c'était encore tout seul, donc toujours séparément au micro. Là, ça fait un moment qu'on peut bosser à 2, ou qu'on se croise, mais on peut travailler ensemble, ou même on voit plus de comédiens. Parce qu'avant, c'était t'as fini, tu te casses. C'était tout de suite, on s'en va. Donc, on faisait que se croiser dans le couloir, même pas le temps de se dire... de faire la causette, quoi, vraiment. Donc là, ça, c'est cool. Maintenant aussi, je sais pas si ça, c'est une résultante, mais on a moins de travail qu'avant quand même. Je sais pas si c'est lié à des... Tu sais, c'est cyclique, hein, c'est en dents de scie. Parfois, on a du boulot, on en a moins, c'est des creux, ça revient, ça fait ça. C'est assez irrégulier, puis ça peut être plus régulier, puis ça redescend. T'as un personnage et la série s'arrête ou c'est fini, bah pouf, si t'as rien, t'es un peu plus avide, c'est les petits ponctuels que tu as. Mais quand même, ce qui ressort, c'est qu'on a un peu moins de boulot. Donc, est-ce qu'on a perdu peut-être des clients, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une autre manière de travailler qui fait que, du coup, ça dure moins longtemps ? Parce que parfois, ce qu'on faisait en 4 heures, on prenait 4 heures pour le faire avec d'autres comédiens. On arrive à le caser en 2 heures, voire 1h30. Et donc, du coup, on préfère prendre les gens un peu séparément parfois parce que c'est plus pratique pour le studio. Il y a des studios qui préfèrent ça et d'autres préfèrent quand même travailler avec 2 ou 3 comédiens en micro aussi pour des raisons parfois économiques ou de raisons pratiques. Et puis parfois, c'est simplement de la disponibilité des uns et des autres, quoi. Donc, ça a un peu changé, ça. Voilà. Mais sinon, on retrouve un peu une certaine normalité en studio. Voilà. On n'a pas de phobie, tu vois, suite au Covid. Non, j'ai toujours peur, machin. Donc récemment, je rencontre un gars et en studio, on se fait la bise, on s'était pas encore vu. Parfois, on sait pas. Il y en a, ils veulent faire la bise, d'autres pas encore. Tu vois. Voilà. Il y a un peu de ça, mais sinon, au-delà de ça, pour le métier, même pendant la crise, quand on travaillait, c'est comme quand on était en track. Il y avait juste un peu le côté de tension, mais vous voulez pas tomber malade ou tu vas pas être coincé avec ça. Combien de temps dure l'enregistrement d'un personnage pour une saison telle que Ninjago ? S'il y a une saison qui fait 10 épisodes, et qu'imaginons que mon personnage est ponctuellement, même si c'est un des principaux, je vais dans les ninjas, il est ponctuellement des petits trucs, c'est pas en gros son épisode. Dans les ninjas, il y en a toujours un, c'est son épisode quand même. Hein. Il y a un moment donné où c'est plus pour l'un, plus pour l'autre. Où tout d'un coup, il y en a qui disparaissent un peu plus. On voit plus Wu, par exemple, ou on voit moins Jay parce que les autres sont occupés. Moi, ne voyant que mes boucles, je ne sais pas exactement ce qui se passe avec les autres, tu vois, quand ils ont justement des moments un peu séparés. Et donc, on peut se retrouver avec 10 épisodes à enregistrer en 4 heures de temps. D'accord. En 4 heures de studio, on a fait la saison. Ou en 2 fois, on a fait la saison. On a enregistré par exemple cette semaine, la semaine prochaine.
c'est bon. J'ai peut-être fait 4 heures une fois, 4 heures une autre fois, donc on va dire... Mais moins de 8 heures de studio, on a fait les épisodes. Ça dépend du nombre d'épisodes, ça dépend du nombre de textes, du volume un peu de travail qu'il y a pour le personnage qui fait le rôle. Mais imaginons ceux qui ont vraiment les plus petits rôles dedans, là, ils apparaissent de temps en temps, bah, eux, si la boîte normalement reçoit les 10 épisodes, ou même les 30 épisodes, ce personnage n'est pas dans les 30 épisodes, il va être peut-être dans 12 des 30 épisodes. Ben, lui, il va être fait en 2 heures, il est fini, il a fait toute la saison. Parce qu'il a quelques phrases là, puis là, et on lui explique qu'il s'est passé ça un petit peu, on voit, on a compris, et c'est passé. Nous, comme on est plus sur la durée, bah, ça va durer un peu plus longtemps, mais ça ne mettra pas une semaine pour faire 10 épisodes, ça jamais par exemple. Tu vois. D'accord. Ça va de peut-être max un jour de travail qui peut être fractionné à même moins que ça. Okay. Dis-toi, en fait, pour donner une idée, ça c'est un bon étalon, parce que nous, juste pour l'enregistrer, après il y a tout un travail encore derrière de mixage, etc. Mais si on voit une minute, qu'on connaît bien notre personnage, on l'a fait, donc on fait un one take, c'est ok. On passe à la suivante, donc ça a duré 2 minutes. Donc pour une minute, on l'a fait en 2 minutes. On va dire x3 quand on est bon, parce qu'on va vérifier. Donc on l'écoute, on l'a fait, donc on l'écoute. Disons qu'on parle 1 minute, hein. On l'écoute 1 minute, on l'a fait 1 minute, parce que ça dure pas 1 minute quand on l'a fait. On la vérifie, encore 1 minute. Donc 3 minutes maximum. Si on doit corriger, on remet 4. Donc prends 4 pour 1 minute, tu fais x4. Donc si tu as un épisode qui dure 10 minutes, en 40 minutes de studio, on l'a mis en boîte. D'accord. Tu as un peu ta réponse. Entre 30 et 40 minutes de studio, on l'a mis en boîte si ça se passe bien. Donc si tu as 10 épisodes, ben voilà, tu as plus ou moins un petit peu tout. Et tu n'as pas 1 minute complète. Hein. Donc sur 1 minute de boucle, on a peut-être 20 secondes qu'on enregistre effectivement. Donc on doit attendre la boucle complète, mais nous, on enregistrait 20 secondes. Tu vois, on va directement aller, imaginons que je suis qu'à la fin et je fais hey, salut Sensei, ça va? C'est tout. On va pas se taper toute la minute avant. L'ingé son, il va te mettre au moment, on va l'avoir en VO complète, mais il va venir te chercher quand c'est juste ça, par exemple. On va pas attendre les 40 premières secondes, on va aller aux 10 dernières et on le fait. Donc du coup, voilà, on avance comme ça. Quand on a vraiment besoin de les voir et de les faire en entier, alors là, oui, bien sûr, parce qu'il y a tout le contexte qui fait que... Et quand c'est des petites réactions, on va dire à la réaction, les combats, ça va très vite. On va pas repasser 10 fois dessus. Donc, tu fais x3, x4, vois le nombre d'épisodes, ben, tu as la durée de studio de l'enregistrement du comédien. As-tu des anecdotes concernant les sessions d'enregistrement ? Je me souviens de la toute première. D'ailleurs, je me souviens très bien, parce que moi, comme j'en fais 2, comment est-ce que je l'ai eu encore le deuxième ? Il y a des voix, ils ont des banques de voix, pour des castings, donc ils ont notre voix enregistrée dans le studio, ils envoient ça au client. Ah oui, bah lui ça va, on veut bien. Parfois on fait vraiment un casting aussi. Ça dépend comment ça se passe. Et moi j'avais fait le vieux comme ça, et c'est une période où j'avais beaucoup moins de boulot. J'avais cette série-là c'est fini, cette série-là c'est fini, cette série-là c'est fini. Je me retrouvais avec quasi rien. Je fais un casting, je le rate, je fais un casting, je le rate, je le rate. Je l'ai pas, j'ai pas le rôle. Et puis tout d'un coup j'avais eu ce truc-là. Et on s'imaginait pas que ça allait durer aussi longtemps, tu vois. Ni que ça allait bien évoluer. Je trouve qu'ils font de tout dans Lego Ninjago. Ça évolue bien, les personnages, enfin les textures, le dessin. Entre les premiers, tu vois les gros carrés, qu'en gros, et maintenant, c'est incroyable quand même. Donc ça a bien évolué. Et puis, ils sont allés dans différents univers. Donc ça, je trouve que c'est déjà magique. Et je me souviens au tout début, on était plus ensemble. On était entre guillemets tous les ninjas là. Au moins, on était 3 ou 4. C'est pour ça qu'on avait un 5e qui venait. Or qu'aujourd'hui, quand j'enregistre, souvent, je suis plutôt seul. Oui. Ou j'ai un partenaire, mais c'est pas un ninja. Tu vois, je pense que les ninjas sont un peu séparés. Mais à nouveau, hein, c'est que ma vision, je sais pas, mes collègues, comment ils ont bossé, mais quand ça m'arrive souvent, comme en plus j'en ai peut-être 2, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais je vais faire un duo avec une comédienne qui vient une demi-heure et qui s'en va parce qu'elle a fini son rôle, quand moi je vais rester 2 ou 4 heures. Mais j'ai plus forcément les autres, Aurélien, tu vois, Marc Weiss, Jean-Marc, enfin, tu vois, on se voit, mais on n'est pas ensemble. Voilà, c'est pas une anecdote, mais c'est un peu une conséquence. Par contre, une fois, et encore sur les ninjas, il m'est arrivé un truc en 20 ans... ça m'est jamais arrivé. La première fois, tu dis un truc et on dit, et c'était sur les ninjas, je pense.
Je suis pas sûr à 100%, mais je dirais à 90%, c'était les ninjas. Et on fait coupez tout, on dit coupez tout, et on a une panne de courant. Quand on est en studio, l'écran, tout le truc est, tu vois. Et attention, coupez tout, paf, ou ça va s'éteindre. Il y avait un truc comme ça. Ça va s'éteindre. Et bam, il y a tout qui s'éteint. Il y a un gestion qui nous a fait une blague ou quoi. Non, il y avait vraiment tout avait. En fait, les plombs avaient sauté, ils ont dû remettre. Il y a eu un truc. Donc c'est assez comique. Et plus récemment, je peux pas parler de quoi, mais je dis, je crie pouvoir au micro, tu vois. Et au moment où je crie pouvoir, le micro se casse la gueule. Je touche pas le micro. Le micro est comme ça, tu vois, il est suspendu. Je fais peu de ton pouvoir et boum, le micro se pète la gueule. Devant, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait tomber, hein. Il était en équilibre, le micro, tu vois, sur le pied, mais ni dans le studio, ni moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le micro qui se casse la gueule. Et le micro à 3000 €, évidemment, les gros bazars, hein, il a pris un gros coup sur la grille là, qui le protège, heureusement, la pastille n'a rien. C'est hallucinant. Tu dis pouvoir, il aurait pu tomber avant, après. Ça tombe au moment où tu gueules et puis paf, sans le toucher. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait devenir voix off professionnel? Allez sur ma chaîne et mon site internet. C'est vrai que moi j'ai démarré en fait. C'est pour ça que je fais ça, je pense. Moi, je connaissais personne. Et je vous avais dit, c'était très difficile de grappiller des infos déjà. Mais c'est quoi le doublage? On voulait, comme si c'était un peu, non, mais c'est un truc secret, on va pas t'en parler, tu vois. Je sentais vraiment ça. Par contre, une fois que j'étais dans le studio, il n'y avait pas d'omerta forcément. Et voilà, les gens étaient là. Et je dis, en fait, voilà, il y a la vie de la société qui fait ça, des gens qui sont sympas. Enfin, il y a eu une bonne ambiance tout de suite. En tout cas, en Belgique, on est vraiment, voilà, on est vraiment bon enfant, c'est cool, quoi. Moi, j'ai ni de parents comédiens, ni de contact comédien. Donc, j'ai vraiment... à la base, tu vois, j'arrive, je fais mes études, j'ai aucun piston de rien du tout. C'est juste, où est-ce qu'on fait du doublage? Bon, après, tu prends le bottin, tu vas trouver des trucs, mais tu demandes... J'ai demandé à mon professeur d'art dramatique, il m'a donné un numéro, il dit, oui, j'ai vaguement entendu parler de ça, même lui en a peut-être fait ou a entendu. Je fais le numéro n'aboutit à rien, c'était pas le bon numéro. Mais l'envie d'aller... Donc, une fois que j'ai trouvé où ça se passait, comment ça se passait, bon, je t'ai dit, j'étais comédien, déjà. Ça, c'est important. Il faut avoir une base de comédien. Mais le studio, s'il peut t'ouvrir la porte, il l'ouvre. Aujourd'hui, avec l'évolution, il faut arriver prêt, déjà formé, savoir quoi. Donc, vous savez déjà c'est quoi le doublage. Vous connaissez le métier. Il y a des comédiens... je vais dire, il y a 20 ans, c'est quoi du doublage? Ils arrivent en studio, ah oui, ça marche comme ça dure un jour, et puis après on a un peu compris le principe de c'est quoi le métier, et puis on voit c'est quoi vraiment le métier de le faire, que c'est vraiment un métier, que c'est pas donné non plus à tout le monde d'arriver à être juste. Il y a des très bons comédiens qui n'arrivent pas à rentrer dans le rythme de la VO, de l'image, du rôle qu'ils doivent interpréter. C'est vraiment ça qui n'est pas simple pour beaucoup, c'est d'être dans le rythme de l'autre. Donc, si tu y arrives et tu arrives à t'effacer pour être au service de l'acteur, alors ça va aller. Après, c'est de la technique. Mais pour dire, il y a des comédiens, du coup, ils sont plutôt de théâtre, où ça va pas, ils vont travailler dans le cinéma, dans le théâtre. Mais le doublage, c'est pas un plaisir. Pour ceux pour qui c'est un plaisir, alors c'est génial. Alors là, soit tu n'as pas une base de comédien, mais tu trouves ça génial et tu as envie de faire ce métier, donc du coup, il faut forcément que tu puisses jouer la comédie. Donc, il faut prendre des cours de théâtre. Si c'est avant d'avoir déjà même n'importe quel diplôme. Donc, un enfant de 12 ans, s'il fait des cours d'art dramatique, il est dans ma classe et je trouve qu'il est bien, il parle sans accent, ça aussi, il faut pouvoir être propre, je veux dire. Et je sais qu'il y a un DA qui recherche un enfant, je peux l'orienter. Donc, c'est déjà un canal sur lequel il verra le gamin si ça l'intéresse ou il continuera après. Il y a beaucoup d'enfants, c'est des enfants de comédiens, ils ont commencé comme ça. Ils avaient 4 ans, on leur a mis au micro parce qu'il fallait un gamin de 4 ans ou un tout petit enfant. Et ils sont restés dans ce bain-là et ils ont continué. Et à 20 ans, ils ont déjà 15 ans de métier. Enfin, tu vois, c'est des trucs conséquents. Et puis, il y a ceux qui vont lâcher ça parce que c'est pas leur truc. C'était une expérience. Et d'autres qui ont accroché, ont fait les écoles de théâtre pour devenir comédiens. Donc du coup, c'est cool. Ils ont déjà un pied dans le doublage. Ils bossent un peu. Et puis, ils vont faire cinéma, théâtre. Ils vont ouvrir leurs projets, etc. Mais ils vont pas juste faire du doublage. Donc dans tous les cas, tu vas retrouver la formation comédien.
Et encore, j'avais une question, je ne sais pas toujours comment y répondre, parce qu'on pose souvent cette question, est-ce qu'on est obligé de faire du théâtre ou est-ce qu'on est obligé d'être comédien pour faire du doublage? Je me dis, mais qu'est-ce que je peux trouver comme image? Moi, j'aime bien faire les images. Alors, si tu prends un oiseau, un perroquet, tu vois l'image du perroquet? Oui. Maintenant, prends le perroquet, enlève-lui toutes ses plumes. Parce que je suis sûr que quand tu as imaginé le perroquet, tu imaginais qu'il était avec des plumes très jolies, de couleurs. Pour moi, le gars qui veut faire du doublage sans être comédien, c'est comme si c'était un perroquet sans plumes. Ça reste un perroquet, donc tout le monde peut le faire, pour autant que tu sois OK pour le jeu, etc. Mais tu as toute une possibilité de choses. On ne s'attend pas à avoir un perroquet sans plumes. Et puis tu vas t'empêcher de voler. Il y a plein d'autres choses que tu ne pourras pas faire. Donc si tu te dire je ne suis pas comédien, mais tu vas le devenir, si tu dois quand même faire ça, il faut en partie pouvoir jouer la comédie. Ça ne veut pas dire que tu es comédien de théâtre, de cinéma, etc. Mais si tu fais que ça, c'est comme si tu étais un perroquet sans plumes. Soit tu restreins tes possibilités, soit quand tu arrives, on s'attend à ce qu'on voit un comédien, donc un perroquet à plumes, je veux dire. Et puis finalement, on se rend compte que ouais, il a le look du perroquet, il nous dit que c'est un perroquet, et c'est bien un perroquet, mais il manque les plumes. Enfin, je ne sais pas ce que vaut l'image, mais comme ça, tu vois, tu as une idée. Donc, quand on va demander à un comédien, tu peux la refaire, mais tu vois, mais là, il est plus, on donne une indication. Mais il faut la refaire tout de suite correctement. C'est pas j'ai bien parlé, j'ai parlé en place, j'étais bien avec la rythmo, ça, on s'en fout, tout le monde le fait bien, ça. C'est le jeu. Quand on te donne une indication de jeu, et si tu n'as pas compris ce qu'on te veut et tu n'es pas capable de la refaire, un comédien, c'est ce qu'il est capable de faire parce qu'il a fait les études, parce qu'il est aguerri à ça. Et donc, je dis, mais celui qui va se lancer là-dedans, tout de suite, on va voir que c'est un perroquet sans plumes. Et puis, on va lui dire, mais merci Coco, mais va te former avant, et puis peut-être que tu reviendras quand tu auras des plumes. C'est un peu ça, il va se faire déplumer, même sans avoir une plume, quoi. On prendra un déguisement de perroquet, et puis en fait, mais tu n'as pas de plume en vrai. Non, je faisais croire. Alors, ne faites pas croire ce que vous n'êtes pas. Et puis, c'est aussi, il y a une grosse demande. Donc, la concurrence, c'est un peu plus rude aussi. Celui qui arrive, qui est déjà aguerri aux techniques, qui joue bien, qui est juste, et qui a compris comment ça marche, il aura forcément plus de chance et il va être plus dans l'oreille d'un DA, il va faire, mais lui, je peux lui demander pour telle et telle et telle chose, qu'un autre qui s'imagine que ouais, c'est cool de faire du doublage, mais il arrive sans rien. Donc forcément, aujourd'hui, il va se prendre un mur. Ce qui n'était pas le cas des comédiens pour qui du doublage, je ne sais pas, mais viens en studio. On leur disait viens en studio. Ils ont essayé. Il y en a beaucoup comme ça, de vieux de la vieille, qui disent oh mais je connaissais pas, j'ai essayé petit à petit. Oui, mais ça c'est fini ça. Aujourd'hui, tu arrives, tu as intérêt à être opérationnel tout de suite. Avant, tu avais encore la possibilité de voir le film, de voir les autres. Mais maintenant, on voit plus que nos boucles. Comment tu veux qu'on entraque quelqu'un, il va voir un peu comment c'est l'ambiance, mais il n'a plus, je vais dire, un peu comme un public qui serait là pendant 2, 3, 4 heures ou une journée dans un studio à s'immerger dans cette atmosphère, à voir les différents comédiens travailler entre eux. Et on reprend et on refait. Aujourd'hui, la technique fait qu'on appuie sur une touche, c'est directement prêt. Ça aussi, ça nous avait fait drôle de passer des bandes on va dire en gros, au disque dur. On avait encore... Le disque dur, c'était pour les enregistrements et la bande vidéo, c'était du Betacam. Donc, c'était en gros comme des grosses VHS, c'était des bandes qui tournaient, comme de la pellicule. On voyait la boucle, puis l'ingé son, il rebobinait la cassette. Donc, on voyait le truc rebobiné. Et pendant qu'on rebobinait, entre guillemets, on avait le temps encore un petit peu se remettre le cerveau en place. Puis, on voyait bien à quel moment ça avait commencé. Et tout d'un coup, on avait vu la boucle. Ok, on va y aller. Ouais. On se demande, ah oui, c'est prêt déjà. Parfois, l'image se ressemblait tellement, mais tac, tac, ça, c'est immédiat, quoi. On va aller à la boucle 22 qui est, on a fait une boucle à 5 minutes et puis on va aller à 22 minutes. Il fallait avancer dans la bande, donc on attendait quelques secondes à plusieurs minutes. On changeait les bobines aussi. Un comédien arrive, il est avec toi, mais lui, il est dans l'autre film. Attends, on reste sur celui-là parce qu'on a encore 2 boucles à faire, on termine et puis on ira sur l'autre. C'est une toute autre façon de travailler. Mais du coup, ça faisait que on avait parfois la possibilité plus facilement de voir la continuité d'une scène ou d'essayer des choses. Aujourd'hui, c'est encore mieux parce que tout est possible. Mais donc, du coup, ça va tellement vite qu'on perd plus de temps. On va tout de suite. Il y en a un qui vient faire un retake, tu sors 2 secondes, il fait son retake, on charge l'épisode, ça prend 3 secondes. Quand tout fonctionne toujours bien, il fait son truc, il sort, tu reviens. Et voilà, tu vois, chacun son tour, c'est un chassé-croisé. Rentabilité du studio aussi, c'est logique. Hein. Mais c'est... hyper rapide.
tu mets parfois plus de temps pour arriver au studio que pour faire ton enregistrement on t'a demandé, quoi. Un retake, c'est une correction, bah, ça va durer 1 minute. Mais s'il faut aller mettre 30 minutes ou 1 heure pour aller au studio, finalement, tu as fait plus de déplacements que de temps de travail. Même parfois, tu vas faire un guest, en 1/4 d'heure, il est plié. Et moi, j'ai mis plus d'1 heure pour arriver au studio, pour 15 minutes de boulot. Après, c'est cool, hein, comme boulot, hein. Mais c'est fini. Tu n'as plus de raison de rester là, tu vois. Donc même quand tu démarres, si tu as envie de rester, dis je peux rester. Si tu es engagé, reste. Demande à rester, regarde ce qui se passe. Si tu te barres juste après, tu dis ouais, je fais du doublage, j'ai un contrat, j'ai eu un petit rôle, mais après 15 minutes, on n'a plus besoin de toi, tu sors. En temps de Covid, on disait bah oui, là il fallait forcément sortir. Là, si tu peux rester gentiment, même si tu es engagé, reste, tu vas apprendre des choses, tu vas voir comment ça fonctionne. Et c'est tout cet univers-là qui est important. Mais se dire je vais faire juste du doublage et j'ai pas les formations, ça risque d'à un moment donné toujours avoir faire des problèmes, quoi. Donc voilà, le meilleur conseil, c'est formez-vous au jeu d'acteur, formez-vous maintenant au doublage et c'est possible. Il y a des stages. S'entraîner sur Internet, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors ce que je propose moi comme formation, tu trouveras jamais sur le net. Là, il dit ouais, on va trouver gratuitement des trucs, mais ça n'a rien à voir. Donc passez par un professionnel aussi si c'est possible, pour qu'il vous donne un peu un retour. Puis voilà. Et puis ceux qui ont 12 ans qui veulent un peu essayer comme ça parce que c'est fun, oui, bon, là tu peux aller sur le net. Et puis il y a ceux qui vraiment ont pris la direction de faire comédien et puis ils vont essayer d'intégrer le doublage dans leur parcours d'artiste ou dans leur carrière de comédien. Et peut-être ça prendra pas, ou ça prendra pas maintenant mais plus tard, ou ça prend tout de suite et puis ça se calme, tu vois, ça c'est les aléas. Si tu choisis entre du doublage, du cinéma ou du théâtre, il y en a, ils vont peut-être te dire moi je veux du doublage, moi le cinéma, moi les trois. Et on n'a pas les trois en même temps, forcément, mais voilà, on a des variations comme ça. Mais le doublage, ça donne un confort, ça c'est vrai. Parce que sur un tournage, tu dois être disponible vraiment tout le temps du tournage. Le doublage, tu sais que c'est mardi, telle heure à telle heure. Ça ne te bloque pas le reste de la semaine, si ce n'est qu'un jour. Et puis c'est régulier, après, si petit à petit tu en fais. Donc c'est assez confortable. Tu viens, tu fais ton truc, tu as terminé, c'est bon, tu es payé correctement. Voilà, c'est une corde intéressante dans l'arc de l'artiste. Tu vas faire du théâtre, ça dure pas 2 heures. On va répéter, ça dure un moment, etc. Et puis après, on joue. Quand on joue, oui, tu arrives, tu te prépares, tu joues. Mais c'est plus long que juste une demi-heure ou un quart d'heure de boulot. Et puis il y a des jours de doublage où tu as des rôles. Je pensais à Hugh Laurie là, dans Dr House. Il m'étonnerait que le mec il vient pas un quart d'heure, hein, mais il a la journée, mais il n'a pas 1 mois de doublage. Il y aura peut-être 3-4 jours assez intenses, et puis c'est un peu plus calme. Donc ce confort-là est intéressant. Mais la formation derrière sera toujours primordiale. Et peu importe que tu fasses l'académie, que tu fasses des cours privés, mais il faut être alerte au jeu. Parce qu'après, vous vous faites diriger par un directeur artistique et il n'a pas le temps de vous expliquer comment ça marche la comédie. Hein. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça, certains ne percutent pas ça.